Aujourd'hui, nous avons un débat principal très important. Nous allons parler économie, nous allons parler développement, nous allons parler d'un avenir conjoint et également un avenir prospère pour l'Égypte et pour le continent africain, et cela dans la lumière de dernier sommet, dernière conférence du COMESA qui a eu lieu à la nouvelle capitale administrative sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi, afin de mieux analyser l'importance de l'Égypte pour l'Afrique et l'Afrique pour l'Égypte en ce qui concerne surtout le volet économique et le volet du développement. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire général des Nations Unies. Bienvenue à notre programme. Merci madame, merci de m'accueillir. Quand on parle, M. Hani Abdelaziz, d'un sommet pareil, celui du COMESA, on parle d'un sommet qui regroupe l'Afrique orientale et australe et les États qui ont vraiment ensemble une volonté afin de réaliser une complémentarité économique au sein de l'Afrique. Théoriquement, c'est faisable, mais sur le terrain, comment peut-on le faire ? Bien, nous allons d'abord parler très franchement, mais laissez-moi aussi féliciter l'Égypte pour l'inauguration tout de même de la nouvelle capitale administrative. Je pense que c'est la première réunion à caractère régional ou international qui se tient là-bas, et ce qui démontre tout de même la volonté de l'Égypte de progresser, de décoller sur le plan économique avec les autres pays du continent, en particulier les 21 ou 22 pays de la COMESA, qui devrait être tout de même le marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, et qui, à ses débuts, il y a 2 décennies, était très prometteur. La question, c'est que la COMESA bat un peu des ailes actuellement. Et je le dis parce qu'il faut être crédible dans ce que je dis. Il y a eu entre-temps des accords, par exemple, des pays comme la Chine et actuellement des pays de l'Union européenne qui tentent de contourner la COMESA. Donc il y a des défis. Ce n'est pas un tapis rouge facile où on va progresser très facilement, parce qu'il faut la volonté politique. Et je reviens sur ce plan-là, que la tenue de cette réunion au sommet, d'abord en réalité, mais aussi virtuelle en ligne, démontre cette vérité. Ce désir d'œuvrer en commun avec les autres pays membres de la COMESA pour surmonter ces obstacles et pour donner surtout une relance réelle des activités de la COMESA pour surmonter tout de même, comme je disais, ces tentatives de la contourner. Et l'Égypte a des atouts. Elle a de vrais atouts dans ce domaine. Oui. Un des atouts principaux, par exemple, c'est que l'Égypte a fait son devoir concernant la route qui devrait lier Alexandrie au Cap. Oui. En Afrique du Sud. C'est un projet formidable. L'Égypte a fait ce qu'elle devait faire sur son territoire. La route va jusqu'aux frontières du Soudan. Il reste bien sûr que les difficultés politiques, sécuritaires dans certains pays africains doivent le permettre. Donc la question politique est très importante. Et c'est là où le chef de l'État égyptien, M. Sisi, donne tout de même, ou fait partie de cet élan, de cette relance qui ne se limite pas à la COMESA. Il a tellement bien parlé de l'Afrique, et dans la conférence de Paris concernant la Libye, il a parlé de la dette africaine qui devait être soulagée à cause du Covid. À Glasgow aussi, le sommet sur le climat, il a été pratiquement le porte-parole des pays africains. Mais j'aimerais voir beaucoup d'autres leaders africains se joindre à lui dans ces démarches. Parce que l'Égypte seule ne pourra pas. Il faut être 2 pour danser. Et donc, et ça va aller. Tout cela, je le dis parce qu'il faut poursuivre cet élan excellent qui est fait. Il faut le poursuivre avec beaucoup de
de sérieux, par un suivi de la part des autres hauts responsables de l'État qui devraient faire des visites dans d'autres pays africains et recevoir leurs collègues de ces pays-là pour pas simplement donner l'élan. Le chef de l'État et les chefs de l'État en coopération ensemble peuvent donner l'élan. Mais et les aspects pratiques devront être suivis à d'autres niveaux. Jusqu'à l'exécution de cette question. En passant, j'ai parlé de l'atout, par exemple, de la route sud, de la route Alexandrie, Afrique du Sud, Cap, mais il y a un autre atout. Par exemple, il y a un projet de route très important qui devrait lier Alexandrie au lac Victoria. Oui. Et pourquoi c'est très important? Parce que ça permet de lier l'Afrique centrale, qui comprend donc un pays très intéressant pour l'Égypte. Voilà, vous l'avez bien dit. Concernant le bassin du Nil, un aspect vital pour l'Égypte. Je trouve ça un projet très ambitieux, très important. Et si on arrive à le réaliser, ça va transformer la région. Nous pouvons les réaliser. Nous pouvons les réaliser. Ce n'est pas de l'optimisme, non, c'est une réalité. Parce que nous devons revenir au rôle de l'Égypte et des pays africains des années 1950, 1960, avant l'indépendance et au début de l'indépendance, où l'Égypte, en coopération, je dis bien parce qu'il faut parler d'égal à égal. Il y a des cadres africains d'un excellent niveau. J'ai passé 18 ans en Afrique. Les cultures sont différentes, c'est plusieurs pays, etc., etc. Mais il y a des cadres très importants avec lesquels nous pouvons avoir des discussions et une coopération réelle sur le terrain. Mais il faut du suivi. Il faut du suivi, il faut concrétiser cela par des actes concrets ensemble. Et quand je parle de route, ce sont des symboles, des atouts, mais il y a tellement d'autres activités pour pouvoir tout de même arriver à ce que j'appelle des contrats équitables, un commerce équitable entre les pays. Ce n'est pas le cas quand les multinationales, les transnationales continuent à exploiter et les richesses naturelles et même la population et même les êtres humains en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas l'Afrique subsaharienne seulement qui souffre, l'Afrique du Nord souffre aussi. Vous voyez la Libye, c'est très compliqué et l'immigration illégale de certains pays, etc. Donc moi je me demande quel est le prix réel, par exemple, des ressources naturelles africaines aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient pendant l'indépendance. Je n'ai pas de statistiques réelles, mais je pense que c'est les mêmes prix. Hein? À peu près, oui. Pas à peu près les mêmes prix, et simplement pour subventionner les richesses des pays et de ces sociétés, j'appelle sociétés araignées, qui se trouvent partout dans les paradis fiscaux, etc., etc. Mais la population africaine, elle reste. C'est pas parce qu'elle veut rester dans sa pauvreté. Pas du tout. Pas du tout. Je parlais de cadres excellents, d'ouvriers excellents. Vous les voyez travailler en Europe de l'Est, de l'Ouest. Ils font leur travail très très bien comme tout le monde. Je citerai qu'un exemple, le PDG d'une des plus grandes banques du monde, le Crédit Suisse, était dirigé par un Ivoirien. Les très grandes banques d'Afrique du Sud sont dirigées par des Congolais. Donc il y a des cadres. Il y a des cadres, il y a des possibilités. Et la volonté politique souvent existe. Mais il faut la réunir. Il faut réunir. Je pense vraiment que la réunion de l'année prochaine sur le climat à Sharm el-Sheikh, la 27e réunion, permettra tout de même au président Sisi, avec d'autres collègues qui vont assister, et les premiers ministres, etc., d'avoir des sortes de tables rondes où on discutera de problèmes qui ne sont pas marginaux, mais qui sont liés parce que l'avenir... Je crois que les problèmes sont clairs et on les connaît, d'accord? Et également, si l'Égypte était en recul pendant des années, des décennies de l'Afrique, aujourd'hui, l'Égypte est de retour sur scène et il y a une confiance africaine en l'Égypte. On peut voir cette confiance à travers, par exemple, ce sommet de Comessa. L'Égypte a été choisie pour la première fois depuis des années et des années, 20 ans, pour être à la tête de cette organisation pour un an. Ce qui signifie qu'il y a une confiance de la vision égyptienne et également des efforts égyptiens déployés sur la scène internationale pour le développement du continent. Mais il existe également des contraintes. Quand vous venez de le mentionner, la stabilité
Et l'essentiel, oui, la sécurité est essentielle pour réaliser ces projets qui peuvent métamorphoser le continent. Absolument, absolument, mais sans ignorer que nous sommes en concurrence. Il ne faut pas oublier ce point. C'est-à-dire, nous ne sommes pas les seuls à essayer de se développer avec nos collègues du continent et nos amis du continent. Non, je disais, les multinationales contrecarrent tout ça, parce que vous allez prendre une part du gâteau éventuellement, ensemble, ce qui n'est pas très facile. J'ai mentionné certains pays que je ne veux pas répéter, etc. Donc, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas... Il ne faut pas tomber dans le pessimisme. Tout se fait par l'effort et par la volonté politique. La volonté politique de l'Égypte est très claire. Et je ne vous cache pas que vous savez que j'ai des contacts formidables. Je suis un panafricain. Ça, tout le monde le sait. Je ne le cache pas. Je ne le cache pas. Ça a toujours été mon opinion et ma vocation. Il faut réunir plus de soutien politique de chefs d'État, se joindre ensemble, former une sorte de réunion, de mini-sommet des chefs d'État qui ont la même volonté. Et je dis, dans mes contacts, par exemple, je saute d'un sujet à l'autre, dans mes contacts, je note que beaucoup de pays africains et de leaders africains n'attendent que le décollage réel de l'Égypte pour être en soutien équitable, en soutien égal aussi, où les intérêts réciproques seront égaux et où nous aurons l'avantage d'être sur le continent, d'avoir les routes terrestres, j'ai parlé, d'exécuter des projets formidables comme celui du barrage en Tanzanie. Et je sais qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des tentatives qui vont se concrétiser, je l'espère bientôt, qui sont en route, qui sont en très bonne route d'ailleurs, pour des projets communs, bénéfiques aux deux pays. C'est là l'essentiel. Et je citerai quelque chose que le général de Gaulle avait dit quand il était en visite en Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on l'avait critiqué de rencontrer Staline, etc. Et il avait dit à la fin, messieurs, les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Et tant que les intérêts seront réciproques, mutuels, profitables aux populations des deux pays contractants, je dirais, ça ira très bien. Donc la volonté politique existe. Il faut la transformer sur le plan des réalités et de l'efficacité du fonctionnement de ces relations. Et cela devrait venir au niveau, je dirais, ministériel, au niveau de l'exécutif des différents pays. Oui. Alors, également, en marge du sommet de Comessa, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec son homologue malgache, André Rajoelina, qui était président pour l'année passée de Comessa. Lors de la rencontre, le chef de l'État a assuré que l'Égypte tient à renforcer la coopération avec le Madagascar et avec tous les pays africains, et cela sur tous les niveaux, notamment l'échange commercial. Je vous invite à regarder ce commentaire concernant cette visite ou cette rencontre, et puis on continue notre discussion. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité de la visite du président de Madagascar en Égypte, louant sa présidence du COMESA au cours de la dernière période et les relations étroites qui unissent l'Égypte à Madagascar. Il a souligné la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment les échanges commerciaux, la fourniture du soutien technique et la construction des capacités. De son côté, le président de Madagascar a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple égyptien. Il a salué l'amitié distinguée et les liens fraternels qui unissent les deux pays, soulignant son souci de continuer à renforcer ses relations à tous les niveaux, surtout dans le cadre des domaines développementaux et techniques. Le porte-parole a déclaré que les deux parties ont discuté des questions les plus importantes à l'ordre du jour du COMESA, en particulier en ce qui concerne le renforcement des efforts pour réaliser l'intégration économique et régionale. Il a affirmé sa confiance en Égypte de promouvoir les moyens de coopération commune au sein de COMESA,
À la lumière de son succès remarquable, a dirigé l'action africaine commune au cours de sa présidence de l'Union africaine en 2019. La réunion a également porté sur l'examen d'un certain nombre de questions de coopération bilatérale, en particulier celles de sécurité, d'économie et de développement, en plus de discuter de plusieurs dossiers continentaux d'intérêt commun. Il a été convenu de poursuivre la consultation et la coordination afin de répondre aux aspirations des peuples du continent à parvenir au développement et à la prospérité. Alors, nous sommes en train de parler de l'Égypte et de l'Afrique, un avenir commun et également des aspirations communes. Et avec nous aujourd'hui, notre invité, M. Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire général des Nations Unies. On était en train de parler de l'importance de telles organisations ou de tels regroupements comme ça, par exemple, pour la prospérité économique, la complémentarité économique au sein de l'Afrique. Mais je voudrais savoir également comment peut-on vraiment profiter au maximum de plusieurs autres entités comme ça. Il existe bien sûr la grande organisation parapluie de l'Afrique qui est l'Union africaine. Puis il y a bien sûr le projet le plus enthousiaste de tous les projets, l'ASLEC, la zone de libre-échange intercontinentale, et la COMESA qui est beaucoup plus également localisée. Comment peut-on vraiment avoir cette complémentarité économique à travers ces entités qui regroupent tous les États africains? Bien, j'exprime mes propres opinions. Si la volonté politique, et elle existe au plus haut niveau, l'exécution doit commencer par le bas. Je vais vous poser à vous la question. Maintenant, on va changer les rôles. Notre programme télédiffusé pour l'instant, est-ce qu'il va être présenté sur certaines télévisions francophones en Afrique? C'est diffusé pour tout le monde, oui. On peut le capter. Non, mais est-ce qu'il sera repris par les bulletins d'information en République démocratique du Congo, au Sénégal ou pas? Je ne le pense pas. Donc nous devons trouver le moyen de coopérer à ce niveau-là pour recevoir des informations de leur côté et probablement aussi sûrement donner notre opinion et diffuser certains de nos programmes d'échange. Parce que sinon ça reste limité, c'est-à-dire l'impact médiatique auprès de l'opinion publique que nous pouvons avoir, tant qu'on ne va pas plus loin et qu'on ne nous entend pas suffisamment, parce que le public là-bas, certains politiciens vont nous entendre, certains spécialistes des médias nous entendent, mais est-ce que la presse, je disais au Congo, en République centrafricaine, donc il y a peut-être à faire ici. Une autre question, c'est que dans le domaine de la concurrence, et vous m'avez posé comment faire. Bien sûr, nous savons comment faire, ce n'est pas que nous ne savons pas. Mais pour éviter la concurrence déloyale qui pourrait naître, ça ne peut se faire que dans des consortiums entre des compagnies solides égyptiennes et des compagnies étrangères qui ont déjà pied sur le terrain et qui sont déjà présentes sur le terrain. Au niveau du commerce, c'est très limité, par exemple. Regardons nos amis libanais. En Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, c'est très limité, ce n'est pas de grandes entreprises, mais ils sont là. Et vous trouvez là-bas tous les produits libanais. Vous ne trouvez pas beaucoup de produits égyptiens. Pourtant, nous pouvons percer, c'est très facile, en se mettant d'accord avec ces individus ou ces petites entreprises Alors libanaises. là, il y a un rôle également pour le secteur privé, pour les grands hommes d'affaires. Absolument. Non, c'est pas qu'il y a un rôle à jouer, c'est à eux de jouer le rôle principal et ne pas se suffire des avantages et même, je dirais, des bénéfices qu'ils peuvent retirer du marché local égyptien. Non, beaucoup d'hommes d'affaires se limitent. Nous avons un très grand marché, 104 millions d'habitants, 105 millions d'habitants, c'est avec pas mal de pouvoir d'achat. On doit passer sur 104 millions, 105 millions, à peut-être 20, 25, 30 millions qui ont un pouvoir d'achat respectable. C'est plus grand que le marché saoudien, madame. Donc, mais ils se satisfaisent. Il y a le problème des langues, les barrières des langues. Il faut contourner ça très vite.
hein, créer des interprètes ou apprendre à ces hommes d'affaires. Et l'idée aussi qui est trop répandue parmi les hommes d'affaires égyptiens, on s'adresse à l'Europe. Mais il y a beaucoup à faire en Afrique. Hein, et il y a énormément de coopération possible. Oui. Donc il y a une culture. Et là, c'est votre rôle, vous, médias, ici. Et je parle franchement, excusez-moi, hein, de transmettre ce message-là et de leur dire, messieurs, vous devez regarder d'abord votre marché, je comprends, mais s'élargir aux marchés régionaux, par exemple du sud de la Méditerranée, hein, et aux marchés africains plus proches. J'ai travaillé au Tchad, par exemple, pendant un moment. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel niveau les Tchadiens adorent, je ne dis pas aiment, adorent l'Égypte. D'ailleurs, ils viennent en dizaines se faire soigner dans les hôpitaux égyptiens. Le Tchad, par exemple. Mais ça peut s'étendre à d'autres pays. Ça peut s'étendre je dirais, tous les pays africains, à tous les pays africains à un moment donné, avaient des moments forts avec l'Égypte, soutenus par l'Égypte, surtout au cours de leur période de libération et tout, de leur combat contre la colonisation. Et également, la plupart de l'infrastructure moderne en Afrique était également réalisée par des compagnies égyptiennes qui avaient des filières sur le terrain pour des années et des années. Je suis totalement d'accord. Et si je dois vous contredire, je le ferai. Excusez-moi, je le ferai. Non, je suis tout à fait d'accord. Et je vais vous dire, sur mes 18 ans de travail aux Nations Unies, dans des pays d'Afrique subsaharienne, dans tous les pays sans exception, j'ai toujours trouvé une avenue Nasser. Nasser, oui. Sans exception. Ça vous donne les larmes aux yeux. Il faut revenir à ça. Et nous essayons d'y revenir. Et nous allons y arriver ensemble avec nos amis, nos frères et tout ça, je répète, sur la base d'intérêts communs et mutuels, hein, mais avec persévérance. Parce que changer 30 et quelques années d'inaptitude au niveau du continent, de la part de l'Égypte, il faut reconnaître le mea culpa, sinon, si on ne fait pas un diagnostic réel de la situation, on n'arrivera jamais aux solutions. Hein? 30 ans de manque d'efficacité totale, nous n'allons pas les résoudre en 3 mois ou même en 3 ans. Il faudra 30 ans. Oui, nous devons œuvrer, excusez-moi, mais nous devons œuvrer et vite, et très, très sérieusement, dans une vision différente de ces 30 années. Oui. Elle existe aujourd'hui. Saisissons-la, fonctionnons de plus en plus étroitement au niveau exécutif. Et cela comprend les compagnies d'ordre privé. Pourquoi ne pas faire des foires dans 1 ou 2 ou 3 pays, un pays par an en Afrique, hein, pour les produits de l'Égypte? Et pourquoi ne pas inviter plus de compagnies? N'oubliez pas que l'Afrique du Sud est le 8e ou 9e pays le plus industrialisé du monde, en concurrence avec l'Italie. Oui. Et oui, n'oubliez pas que le Nigeria est la plus grande économie africaine. Nous sommes le numéro 2, l'Afrique du Sud revient au numéro 3. Mais sur le niveau industriel, l'Afrique du Sud est très très développée. Oui. Hein, bien, il y a des problèmes politiques, je ne peux pas le nier, je les vois, les concurrences. Il y a des concurrences d'autres pays arabes ou des pays de l'Afrique du Nord, je ne vais rien citer, mais ça existe. Mais le monde est fait de ça, de concurrence. Oui. Et la concurrence est très bonne, ça crée la compétitivité, ça fait que les produits de l'un et de l'autre sont supérieurs, les prix de l'un et de l'autre sont supérieurs ou inférieurs à l'autre, et qui peut percer sur les marchés. C'est une économie de marché. Oui. Et nous devons également jouer sur ce point très important d'histoire commune et également d'avenir commun et des objectifs qui sont vraiment des objectifs qui peuvent être réalisés à travers une collaboration totale entre les pays africains. Un élément fondamental, à mon humble avis, c'est d'arriver à du commerce équitable, avantageux pour tout le monde. Et contrecarrer l'esprit d'exploitation et des ressources et des humains. Oui. C'est l'idée principale et c'est vraiment l'idée exprimée par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi dans tous ses discours concernant l'Afrique devant le monde entier. Je tiens à vous remercier, M. Hani Abdelaziz, vous êtes ex-sous-secrétaire général des Nations Unies. Mille merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie beaucoup, madame, et j'espère avoir contribué en toute franchise, comme d'habitude, à certains aspects qui ne sont peut-être pas toujours très, je dirais comment, très convaincants, peut-être pas. Nous avons profité de votre analyse approfondie et logique pour ce sujet important de collaboration interafricaine, l'Égypte et l'Afrique, un avenir en commun. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition pour aujourd'hui de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.